Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour des séries de leçons un petit peu particulières sur la cinématique à un niveau vraiment très basique, mécanique, basique aussi. Et on finira par parler des lois de Kepler, c'est-à-dire par décrire le mouvement des planètes. La vitesse cinématique, la vitesse moyenne d'un point qui se déplace de 40 km en 30 minutes, ça fait 80 km en 1 heure, c'est en fait 40 divisé par 30 km par minute. D'accord? C'est-à-dire on divise la distance par le temps. La vitesse instantanée consiste à faire ce calcul sur un temps très court, 1 seconde ou beaucoup moins. Si la distance parcourue par le point est une fonction, décrite par une fonction, alors on va supposer le temps positif, bien sûr, t supérieur ou égal à 0, à valeur d'un r+, la vitesse instantanée est ça. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ben, c'est exactement le nombre dérivé de f en t0 si cette limite appartient à r. En remplaçant h par dt, et on peut écrire f' de t est égal à ça. En remplaçant t0 par t aussi. Et donc, f' de t, on pourrait le noter par df sur dt en t. Alors là, j'ai mis un petit post-it parce que pourquoi on a le droit de... Bon, dt, on a compris, c'est le temps très, très court. Mais pourquoi df? Parce que si f est dérivable, elle est continue en t0. Et donc, si c'est en t, la limite de f de t plus dt moins f de t est égale à 0. Ce qui veut dire que ce petit écart, et c'est ça qu'on note df en t, est très court. D'accord? Donc V, on peut le noter, moi j'aime pas ça, mais df sur dt, les physiciens aiment ça. Hein? Si dt est très petit, f de t plus dt moins f de t est à peu près égal à f' de t dt. Si on va composer là des fonctions dérivables. F rond u est dérivable, et on sait qu'on a cette relation f, dérivée de f rond u en t, qui est égale à u' de t, dérivée de f en u de t. Alors là, avec ces écritures, ça devient d de f rond u sur dt égale df sur du fois du sur dt. Alors attention, c'est quand même une notation très dangereuse. Hein, parce que celle-ci, elle dit bien qu'on prend la dérivée en u de t. Là, ça ne le dit pas. Hein. La vitesse instantanée mesure le déplacement sur un temps très court. L'accélération d'un point en mouvement mesure l'augmentation de la vitesse sur un temps très court et apparaît donc comme la dérivée de la vitesse. Gamma égale v'. Gamma en t0 égale limite de v de t0 plus dt moins v de t0 sur dt quand dt est envers 0. Autrement dit, gamma égale dv sur dt. Donc si v est égal à df sur dt, ben, gamma, ça sera la dérivée seconde de f. Alors maintenant, nous, en fait, en cinématique, nos vitesses, nos accélérations, ne sera pas sur des distances, mais sur des vecteurs. Vecteur vitesse et accélération. Dans un espace affine euclidien orienté, considère un référentiel, c'est-à-dire un repère orthonormé direct. Un point M en mouvement a pour coordonnées x de t, y de t, z de t, au temps t appartenant à R+, M apparaît donc comme une fonction de t. On suppose que M est de classe C2 parce qu'on a envie de la dériver 2 fois. Le vecteur vitesse de M est la fonction vecteur v, c'est une fonction vectorielle qui a t à ceci v de t égale dérivée du vecteur OM sur dt. Et donc ça aura ces coordonnées-là. Et qu'on note dm avec une flèche pour rappeler que c'est un vecteur sur dt en t. Donc vecteur v égale dm sur dt, bah, et qui a pour coordonnées évidem'ment x', y', z'. On appelle trajectoire du point M en mouvement la courbe de M dans le référentiel R. Si la vitesse en t0 est non nulle, v de t0 est un vecteur directeur de la tangente à la trajectoire au temps t0, ça c'est bien connu. Hein. Le vecteur accélération et la fonction gamma qui est à t bah, donne la dérivée de la vitesse, hein, et donc dv sur dt qui aura pour coordonnées x seconde, y seconde, z seconde qu'on va noter d de m sur dt2. Gamma c'est la dérivée de la vitesse et d de m sur dt2. Bon, ben, en fait, c'est la... Si on veut aller par là, c'est m seconde de t. C'est la dérivée seconde de m en t.
je reviens sur cette notion de point en mouvement. On dit qu'un point de E est en mouvement dans le référentiel R sur un intervalle de temps grand I si la fonction qui a t appartenant à I associe m de t est de classe C2. Ce qui équivaut à dire que les coordonnées x de t, y de t, z de t, de m de t dans R sont de classe C2 sur I. On dit qu'un vecteur U est en mouvement dans R si la fonction qui a t appartenant à I associe U de t est de classe C2. Ce qui équivaut à dire que ces coordonnées dans la base IJK sont de classe C2. Tout point fixe grand A de tout vecteur constant U sont en mouvement. Parce que t associe une constante, c'est de classe C2. T associe un vecteur constant, c'est de classe C2. En particulier, le point O, il est constant, lui, dans ce référentiel. Donc, il est en mouvement. I, J, K, c'est pareil, ils sont constants. Donc, ils sont en mouvement. Si le vecteur vitesse v de t est unitaire sur I, alors l'accélération est orthogonale à la vitesse sur I, c'est-à-dire que d de m sur dt2 et dm sur dt sont orthogonaux. Démonstration. Si je prends un vecteur de classe C1, un vecteur u de t, de coordonnées x, y, z, bon, j'ai évidemment norme de u de t au carré qui est égale à u de t au carré, c'est-à-dire u de t scalaire u de t, et qui fait ça. Et donc je vois que c'est dérivable et qu'on obtient ça, chose qu'on a déjà vue dans d'autres chapitres. Et donc là je remarque que c'est 2 u de t, u' de t, scalaire u' de t. D'accord ? Ici, j'ai v de t carré qui est égal à 1. Donc quand je le dérive, ça va faire 0. Et donc ça va me faire que 2v de t, v' de t est égal à 0. Mais v' de t, c'est gamma. Donc v de t est orthogonal à gamma de t. Coordonnées cylindriques, j'ai un référentiel. Donc je rappelle que c'est un repère orthonormé direct de l'espace. Tout point M du plan P égale OIJ repéré est orienté par le vecteur K et puis est repéré en coordonnées polaires par M égale O plus R d'un certain vecteur que j'appelle U de t, qui est en fait cosinus θ de t i plus sinus θ de t j. D'accord ? Et tout point de l'espace va s'écrire comme étant ce vecteur-là plus un z de t k. D'accord ? Donc je peux écrire ça comme ça. R, θ et z sont évidemment des fonctions C2 sur I, et R, θ et Z sont appelées les coordonnées cylindriques de M. U de t est de classe C1, et U' de t, alors, est égal, il faut dériver, hein, il y a θ', alors je dérive le cosinus, moins θ' sinus, hein, et puis ici θ' cosinus. Hein. Donc en fait, ça fait θ' de t, v de t, où v de t est ce vecteur-là. D'accord ? On remarque que la norme de U est égale à la norme de V est égale à 1, que U est orthogonal à V, et même que le déterminant de U et V, il suffit d'écrire dans U et V, non, dans la base IJK, ça nous fait cosinus sinus moins sinus cosinus. Et donc le déterminant vaut 1, correspond au déterminant d'une rotation. Et donc en fait ce repère-là, ça constitue, enfin cette base-là est orthonormée direct du plan. Donc en fait cette base-là va être orthonormée direct dans l'espace. Ça c'est très important. D'accord ? Donc en fait la vitesse de m là, c'est dm sur dt. Alors je dérive le truc que j'avais ici. Donc ça fait r' de t u de t plus r de t u' de t plus z' de t k. Et j'ai mis z de t, c'est faux. C'est z' de t, bien sûr. Parce que u de t, évidemment, il est évidemment de classe C2, lui aussi. Hein. Bon, j'aurais pu le mettre, hein, mais c'est évident qu'il est C2. Donc, parce que θ l'est. Alors, ça nous fait r' de t, u de t. Le u', c'est plus θ'v. Donc ça fait plus r de t, θ' de t, v, plus z' de t, k. D'accord ? Voilà. Donc ça c'est... À la fin, je ne mettrai plus les t parce que ça complique l'écriture. OM égale RU plus ZK.
dm sur dt égale r'(u) plus rθ'V plus z'(k). C'est ce qu'on vient de voir. Accélération maintenant. d2m sur dt2, c'est, il faut dériver ça. R seconde de t, u de t, plus r', la dérivée de u, d'accord, donc r', u' de t, plus, alors là je vais avoir d'abord r', θ', plus rθ seconde, v de t, plus rθ', et là je dérive le v, d'accord, plus z seconde. Alors la dérivée de v, v c'est ça, donc sa dérivée, ça va être moins θ' cosinus θ i, moins θ' sinus θ j. Donc ça va nous faire moins θ' u de t. Donc ici je peux remplacer, je ne sais plus où il est, le v', là je peux le remplacer par ça, moins θ' u de t. D'accord? Alors donc ça me fait d2m sur dt2 égale, c'est là que j'enlève le t parce que sinon c'est trop long, r seconde u plus r', alors u', j'ai dit que c'était θ'v, r', plus r', d'accord, donc il y en a deux, plus rθ seconde v, d'accord, plus rθ', et là v' c'est moins θ'u, donc moins rθ' carré u, plus cette seconde k, d'accord. Et donc, quand je regroupe, ça fait r seconde moins rθ' au carré u, plus 2r', plus rθ seconde v, plus z seconde k. D'accord? Et voilà. Et je l'ai réécrit ici dans ma conclusion. D'accord? Voilà. Passons maintenant aux coordonnées sphériques. Relativement à un référentiel R, on considère ce vecteur-là, qui dépend des variables θ et φ, qui est classé infini et qui est unitaire, c'est facile à voir, hein, parce que quand je calcule sinus carré, cosinus carré, plus sinus carré θ, cosinus carré φ, plus sinus carré θ, sinus carré φ, ben, ça va faire sinus carré θ plus cosinus carré θ égale R. Et Eθ égale, alors si je prends Eθ égale d rond ER sur d rond θ, et ben on a vu tout à l'heure que quand on dérivait, on obtenait un vecteur orthogonal. D'accord? Alors, ce vecteur Eθ, il est lui aussi, qui est obtenu donc en dérivant celui-là, il est aussi unitaire quand on dérive par rapport à θ, hein, parce que ça nous fait cosinus θ, cosinus phi, cosinus θ, sinus phi moins sinus θ, et quand je calcule la norme au carré, ça nous fait cosinus carré facteur de cosinus carré phi plus sinus carré phi, c'est-à-dire cosinus carré θ plus sinus carré θ. Donc, lui-même, quand il est unitaire, ER, et donc quand on va le dériver aussi par rapport à phi, on obtiendra un vecteur orthogonal à ER. Alors, dérivons par rapport à phi, et on obtient ça, d'accord? Et ça, c'est cosinus θ fois ce vecteur-là. Donc là, il n'est pas unitaire. Donc, quand on dérive, là, il n'est pas unitaire, mais c'est cosinus θ fois un vecteur qui est unitaire. Ce vecteur-là, je l'appelle E phi. Moins sinus phi, cosinus phi, 0, qui lui est unitaire. Donc je me retrouve avec trois vecteurs unitaires. Donc celui-là, ER, celui-là, Eθ, ils sont orthogonaux, et puis celui-là qui va être orthogonal à Eθ, d'accord? Et aussi orthogonal à ER, c'est facile à vérifier. D'accord? En réalité, ER vectoriel Eθ, quand je le calcule, la première coordonnée c'est ça fois ça, moins ça fois ça fait ça. La deuxième c'est l'opposé de ça fois ça, moins ça fois ça fait ça. Et la troisième c'est ça fois ça, moins ça fois ça, et ça nous fait ça. Je vous laisse vérifier, c'est facile. Et donc en fait, ER, Eθ, Eφ forment une base orthonormée directe.
Alors maintenant, on a un point M qui est en mouvement, et ce mouvement est donné par ces relations-là. Vecteur OM est égal à RT vecteur ER. D'accord? Alors, en fait, le vecteur ER, on l'a compris, hein, c'est celui qu'on a eu avant, sauf que θ et φ dépendent de t. D'accord? Donc θ et φ sont des fonctions de t, R aussi est une fonction de t, et on suppose que ce sont des fonctions de classe C2. Ok? Alors, pour que les calculs soient plus faciles d'écriture, on note ça ER. C'est un petit peu comme tout à l'heure quand on était en cylindrique. M est de classe C2, c'est pas sans danger. Hein. V est égal à dm sur dt. Alors dm sur dt, donc comme M est égal à RER, je veux dire que c'est R'ER plus R d de ER sur dt. D de ER sur dt. Donc je pars de ça et je dérive par rapport à ça. Bon, bah, ça va être en fait ça va être θ prime cosinus θ cosinus phi, c'est ça, oui, moins phi prime sinus phi sinus θ. θ prime cosinus θ sinus phi plus phi prime cosinus phi sinus θ. Moins θ prime sinus θ. Ok? Ça nous fait quoi? Ça nous fait θ prime qui est multiplié par ce vecteur-là, c'est-à-dire Eθ, plus phi prime qui est multiplié par d'abord sinus θ partout et par E phi. Je vous laisse vérifier, c'est évident. Donc V va s'écrire en fait R'ER plus R fois ce vecteur-là, c'est-à-dire R θ prime Eθ plus R phi prime, alors j'écris phi prime, sinus θ E phi. D'accord? Je ne fais plus le rappel à t, si vous voulez, parce que c'est trop compliqué. Il faudra écrire R prime de t, R prime de t, θ prime de t, phi prime de t, trop compliqué. Trop lourd comme écriture. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est lourd. Gamma, c'est l'accélération. Je dérive ça. R seconde ER plus R prime d de ER sur dt plus R prime θ prime plus R θ seconde Eθ plus R θ prime d de Eθ sur dt plus R prime phi prime plus R phi seconde sinus θ plus R phi prime cosinus θ, le tout fois E phi, plus R phi prime sinus θ, d de E phi sur dt. Alors d de Eθ sur dt, Eθ c'était ce truc-là. Donc je fais mon calcul, ça fait moins θ prime sinus θ cosinus phi plus phi, moins phi prime sinus phi cosinus θ, moins θ prime sinus θ sinus phi plus phi prime cosinus plus phi prime cosinus phi cosinus θ, moins θ prime cosinus θ, et ça nous fait moins θ prime, je vous laisse vérifier ER, plus phi prime cosinus θ E phi. D de E phi sur dt. Alors E phi, il est là. Là c'est facile, ça fait... ah non, je ne vais pas le faire comme ça, parce que si je le fais comme ça, je trouve bien un vecteur qui est facile. Mais le problème, c'est que ça va me donner moins phi prime cosinus phi, moins phi prime sinus phi 0, mais c'est quoi par rapport à ER, Eθ, E phi? Donc je ne vais pas faire comme ça. Je vais dire que d de E phi sur dt, c'est d sur dt de ça. Alors j'admets, mais c'est évident grâce à la linéarité, à la bilinéarité, que ça c'est d de ER vectoriel Eθ, enfin, d sur dt de ER vectoriel Eθ plus ER vectoriel d de Eθ sur dt. De toute façon, j'ai démontré ça déjà dans un chapitre. Donc, le d de E phi sur dt va être égal, alors d sur dt de ER, ça je l'ai quelque part, hein. D de ER sur dt, c'est ce truc-là.
D'accord? Donc θ' θ plus phi prime sinus θ phi, d'accord? Vectoriel Eθ plus ER vectoriel d de Eθ sur dt. Alors d de Eθ sur dt, c'est pareil, que c'est un truc que j'ai quelque part. Mais alors, ouf, d de Eθ sur dt, c'est... Ben, je ne sais plus où je l'ai en fait. Je suis un petit peu perdu là. d de Eθ sur dt. d de Eθ sur dt. Ça c'était ddr, d'accord. Ah ben il était là tout simplement, c'est ça. Voilà. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait du moins phi prime sinus θ ER. Ben je sais pas. Ah oui. Alors pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Parce que Eθ vectoriel Eθ, ça fait 0. Alors il reste E phi vectoriel Eθ. Alors il faut bien comprendre que Eθ vectoriel E phi, ça fait ER. Donc E phi vectoriel Eθ, ça fait moins ER. D'accord? Donc comme ça fait moins ER, ici je viens de retrouver avec moins phi prime. Alors je suis encore à nouveau perdu. Moins phi prime sinus θ ER. Voilà. Là, ER vectoriel ER, ça fait 0. Et là, j'ai ER vectoriel E phi. Alors là, c'est pareil. ER, E phi vectoriel ER, ça donne Eθ. Donc là, c'est moins. Donc, je vais avoir moins phi prime cosinus θ Eθ. Voilà. Alors maintenant, eh ben maintenant c'est gagné. J'ai gamma qui va être égal. Donc gamma, on avait dit que c'était R seconde ER, c'est fait. Plus R prime d de ER sur dt, que j'ai remplacé ici par ça. Plus R θ prime plus R θ seconde, R prime θ prime plus R θ seconde, Eθ. Plus R θ prime d de Eθ sur dt, que j'ai remplacé ici. Plus ce gros truc là, que je développe fois E phi. D'accord? Plus R phi prime sinus θ, d de E phi sur dt. d de E phi sur dt, c'est ça. Et maintenant, ben, je rassemble ER, les ER, les Eθ, les E phi. Bon, alors les ER, bon, je ne vais pas tous les faire, hein, mais je fais les ER. Enfin, peut-être. R seconde, d'accord? R seconde moins R θ prime au carré, voilà. Et puis ensuite, j'ai le dernier, là, c'est moins R phi prime au carré, sinus carré, θ, ER. Voilà. Puis je vous laisse vérifier les autres, et on obtient cette immense formule. Mouvement à accélération centrale dans un référentiel, j'ai un mouvement. Il est dit à accélération centrale si OM vectoriel d2m sur dt2 est toujours égal à vecteur 0, quel que soit t appartenant à l'intervalle. Ce qui équivaut à dire que OM et gamma sont collinéaires. Eh bien, un mouvement est à accélération centrale si et seulement si OM vectoriel dm sur dt est égal à un vecteur constant. Démonstration. On prend la dérivée par rapport à t, n'oublions pas que m est classe C2. Hein. Donc c'est égal dérivée de OM vectoriel dm sur dt, ça fait dm sur dt vectoriel dm sur dt qui vaut 0, plus OM vectoriel d2m sur dt2, et donc ça fait OM vectoriel d2m sur dt2. Et donc dire que ça c'est nul, ça équivaut à dire que ça c'est nul, et donc OM vectoriel dm sur dt est un vecteur constant. Voilà. Étude maintenant du cas où ce vecteur est égal au vecteur nul. Si m constant, rien à dire, ça fait bien ça. Et sinon, il existe t0 tel que m de t0 soit différent de l'origine. Et donc une des coordonnées n'est pas nulle en t0. Par exemple, x. M continue sur i, donc x aussi, donc il y a un intervalle qui entoure x dans i, tel que x de t ne s'annule pas sur j. Eh bien, comme OM, donc ça veut dire que OM sera différent de 0, quel que soit t appartenant à j, et donc comme
ces deux vecteurs-là sont collinéaires, ben, je peux dire que dm sur dt est égal à lambda t om sur j. Ce qui me fait ça. Et donc lambda t égale x' de t sur x de t. Et ça, c'est bien de classe C1 sur J, puisque X est de classe C2. Je peux donc en prendre une primitive petit u. Et du coup, comme j'ai... Alors, j'ai ça, hein, puisque j'ai ça. Ça se traduit par x' est égal à lambda x. Alors, x' de t égale lambda t xt, mais j'enlève les t pour faire plus court. Et donc, ce sont des équadifs. Et je sais qu'il existe un ABC appartenant à R tel que x de t est égal à a exponentielle u de t, quel que soit t appartenant à j, pareil pour y, pour z. Et donc finalement, je me retrouve avec vecteur OM égale exponentielle u de t, en t, hein, w, qui lui est constant, ne dépend pas de t. Alors x de t0 est différent de 0, donc a exponentielle u en t0 est différent de 0, et donc a est différent de 0, et donc w est non nul. Donc M appartient à la droite au W, hein, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Le mouvement est rectiligne, ça reste vrai si M est constant. Réciproquement, si M se déplace sur cette droite-là, OM est de la forme lambda t vecteur U, et donc dm sur dt est égal à lambda prime de t vecteur U, et donc OM et dm sur dt sont collinéaires, et on a donc OM vectoriel dm sur dt est égal au vecteur nul. Conclusion, c'est une partie de ce que je viens de faire. Si M n'est pas constant sur un intervalle J, dire que OM vectoriel dm sur dt est égal au vecteur nul, ça équivaut à dire que le mouvement de M est rectiligne. Étudions maintenant le cas où OM vectoriel dm sur dt est égal à un vecteur C non nul. Alors, ça veut dire que OM est... Alors évidemment, OM vectoriel dm sur dt, c'est orthogonal à OM. Donc ça veut dire que C est orthogonal à OM, et donc OM appartient au plan P, passant par O, orthogonal à C. On oriente ce plan P par son vecteur orthogonal E3 égale C sur norme de C, et on prend un vecteur orthonormé direct du plan O, E1, E2. Donc celui-là, c'est un repère orthonormé direct de E. Vecteur OM a pour coordonnées comme ça, en polaire, dans le plan. Hein. Et donc OM est égal à RTU avec les conventions habituelles. Le vecteur U, c'est de coordonnées cosinus θt, sinus θt. Le vecteur V, c'est le vecteur orthogonal moins sinus θt, cosinus θt. Et quand je dérive ça, ça me fait R'U plus Rθ'V. Et donc, comme j'ai ça, dire ça, ça équivaut à dire que R vecteur U, vectoriel R'U plus Rθ'V égale constant. Bon, U vectoriel U, ça fait 0. Il va rester donc R2 θ', vecteur U vectoriel V est égal à vectoriel C. Mais UV est orthonormé direct, et donc UV3 est aussi un repère orthonormé direct de l'espace, et donc E3 va être égal à U vectoriel V, et U vectoriel V, et E3 est égal à U vectoriel V. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc dire ça, ça équivaut à dire que R2 θ'E3, R2 θ'E3 est égal à C, mais C, c'est norme de C fois E3, parce que E3 c'était ça. Donc, dire ça, ça équivaut à dire que R2 θ' est égal à norme de C, et on va continuer après. Conclusion, si un point M en mouvement vérifie OM vectoriel dm sur dt égale vecteur C non nul sur un intervalle de temps I, le mouvement de M est dans un plan et on a R2 θ' de t égale C positif. Alors, ça, quel que soit t, en coordonnées polaires. La loi des airs, avec les conditions précédentes, l'air balayé par OM durant un espace de temps qui dure delta t ne dépend que de delta t. Alors la démonstration, eh bien, on prend un petit déplacement donc, de M sur un espace de temps dt. L'air balayé, c'est ça. Donc on peut l'assimiler à un triangle isocèle de côté R et de base R dθ. Et donc l'air balayé, ça va être R fois R dθ sur 2. D'accord? Entre t et delta t. Mais dθ sur dt, c'est θ' de t.
Donc ça, je le remplace par le θ' de t dt. Donc ça nous fait ça. Et comme R2 θ' de t est égal à C, ça nous fait ça. Donc l'air balayé par OM entre t et t plus delta t, ça va être somme de t à t plus delta t de C sur 2 dt égale C sur 2 delta t. Et ça ne dépend pas de t, ça ne dépend que de l'intervalle de temps. Alors je reviens un petit peu en arrière sur la question de la cinématique et de la différence avec la mécanique. La cinématique, c'est une étude purement mathématique d'un point en mouvement. C'est une étude théorique. Étude qui ne s'intéresse pas à la cause du mouvement ni à une quelconque réalité. La mécanique, c'est une branche de la physique qui étudie l'influence des corps les uns sur les autres, entraînant des mouvements ou des déformations. La cinématique apparaît alors juste comme un outil mathématique pour étudier la mécanique. Nous voulons étudier le mouvement d'un corps, d'un système soumis à des forces. À un temps t, le corps est à un certain état, à une certaine vitesse. L'unité de temps, la seconde, est mesurée en comptant 9 192 631 770 oscillations d'un atome de césium qu'on bombarde d'énergie. Le temps est obtenu ensuite avec une horloge qui compte les secondes. 1, 2, 3, etc. Chaque référentiel de l'espace dispose de sa propre horloge. Ces référentiels ne sont pas nécessairement fixes. Par exemple, un point M qui tourne autour de O dans un plan, son mouvement peut être étudié dans un référentiel fixe ou dans un référentiel qui tourne avec lui. Tant qu'on se limite à la mécanique classique, où les vitesses sont négligeables par rapport à celles de la lumière, on considère que le temps est identique avec toutes les horloges, chacune étant liée à un référentiel. On parle de temps absolu, mais ça devient faux en mécanique relativiste. Nous allons nous limiter au premier cas avec de la mécanique classique, ce qui est parfaitement valable pour étudier, par exemple, avec une très bonne approximation, les mouvements des planètes autour du Soleil. La recherche d'un référentiel absolu fixe, eh bien, généralement, on le prend centré sur le centre du Soleil ou le centre du système solaire. On parle souvent de repères galiléens, de repères de Copernic, de Kepler, et dont les axes orthogonaux sont dirigés vers 3 étoiles très lointaines du Soleil, tellement lointaines qu'elles ne bougent quasiment pas et qu'elles sont fixes. Donc c'est des axes quasiment fixes. En réalité, si on compte sur des millions d'années, c'est pas fixe. C'est le référentiel de Copernic, donc, que je peux noter comme ça, mais ça c'est personnel, doté de son horloge universelle qui mesure un temps t. Si on se donne un référentiel R égale OIJK, celui-ci peut être en mouvement par rapport à celui-là. Et on devrait alors écrire comme ça, mais en réalité, on ne le fait pas, parce que ça devient trop compliqué. O, I, J, K sont des éléments fixes dans le repère R, ça ils sont fixes. Mais dans celui-là, ils ne le sont pas forcément. D'accord ? Si on étudie le mouvement d'un point, sa trajectoire dans 2 référentiels différents ne sont pas les mêmes. Exemple, si on fait tomber une balle dans un train animé d'un mouvement rectiligne uniforme, sa trajectoire dans un référentiel lié au train est un segment. Le référentiel se déplace en même temps que le train. D'accord ? Et alors que sa trajectoire dans un référentiel fixe, par exemple situé dans une gare, est un morceau de parabole. Mouvement de translation rectiligne uniforme. Un point M est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme relativement à un référentiel grand R sur un intervalle de temps grand I, si et seulement s'il existe V, un vecteur non nul A, un point de E, tel que M égale A plus TV, quel que soit T appartenant à I, ce qui équivaut à dire qu'il existe un vecteur V non nul, tel que la vitesse dm sur dt en t est égale à vecteur v, quel que soit t appartenant à i, ce qui implique que l'accélération d2m sur dt2 en t est égale au vecteur nul, quel que soit t appartenant à i. Démonstration, si m est égal à ça, en dérivant on obtient
que la vitesse est constante égale à v et que l'accélération est nulle. Inversement, si on a ça, dm sur dt est égal à v, donc dm sur dt, voilà ses coordonnées, hein, si le point M a pour coordonnées x de t, y de t, z de t, et on veut que ça soit égal à ABC. Donc en intégrant, on a que x est égal à at plus u, y bt plus v, z égale ct plus w, ce qui nous fait bien ce point-là, plus tv. Donc ça implique ça. Alors maintenant, ça n'implique pas forcément ça, parce que si l'accélération est nulle, en intégrant, on trouve que la vitesse est constante, mais cette constante n'est pas forcément égale et différente. Cette constante peut être nulle. Et si elle est nulle, ça veut dire que le point M est toujours égal au point A. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement de translation rectiligne uniforme? Bon, là c'est une histoire de définition. C'est pour ça que j'ai mis V non nul. Référentiel en mouvement par rapport à un autre référentiel, on se donne deux référentiels. On dit que R est en mouvement par rapport à R0 sur un intervalle de temps t, si le point A et les vecteurs IJK sont en mouvement dans R0, c'est-à-dire si sont des fonctions de classe C2 sur I. Donc leurs coordonnées sont des fonctions de classe C2. Hein. Donc voilà leurs coordonnées, d'accord, dans R0. Alors on va montrer que R0 est en mouvement par rapport à R. On prend la matrice de passage de cette base orthonormée directe à celle-là. Donc elle est comme ça, elle est classe C2 avec des fonctions toutes de classe C2. La matrice est orthogonale parce que les deux bases sont des bases orthonormées directes. Donc l'inverse de P de T va être égal à sa transposée. Donc je transpose, d'accord, et j'obtiens ça. Avec les mêmes fonctions qu'on avait ici, donc de classe C2. Et donc le I0 aura ces coordonnées-là dans la base IJK. Pareil pour J0 et pareil pour K0. Et ce sont des fonctions de classe C2. Bon, alors maintenant ce qu'il nous faudrait, c'est les coordonnées du point O dans R. Alors, vecteur OA a pour coordonnées XA, YK, ZA dans R0. Donc, ces coordonnées à ce vecteur OA vont être grand X de t, grand Y de t, grand Z de t égale P-1 de t de XA, YK, ZA dans R. D'accord? Et donc, les coordonnées de AO, ça va être l'opposé. Donc, quand je fais ça fois ça et que je prends l'opposé, j'obtiens ça. D'accord? Et ça, dans R, il est centré en A, ça nous donne les coordonnées du point O. D'accord? Et donc, je vois que les coordonnées du point O, elles sont aussi C2. D'accord? Donc, O, I, J, K sont en mouvement dans R, d'où le résultat. Quand un référentiel est en mouvement par rapport à un autre référentiel, l'autre référentiel est en mouvement par rapport au premier. Si un point M est en mouvement dans R, alors il est en mouvement dans R0. Démonstration, j'ai M qui est donné par des fonctions de classe C2 dans ce repère-là, A, I, J, K. Vecteur AM a donc pour coordonnées X, Y, Z de T, et vecteur OM est égal à vecteur OA plus AM. Et alors lui, quelles seront ses coordonnées dans I0, J0, K0? Il suffit de multiplier par P de T. Donc P de T fois les coordonnées de OA, donc c'est ça, plus P de T fois les coordonnées de AM. Hein, parce que P de T, quand on lui applique ça, par linéarité, ça fait ça. D'accord? Et donc, en fait, le point M aura pour coordonnées P de T de XA plus X de T, YA plus Y de T, ZA plus Z de T. Il est évident que quand on multiplie cette matrice qui est de classe C2 par ça, qui est de classe C2, on obtient quelque chose de classe C2, des coordonnées là qui vont toutes être de classe C2. Et ça nous dit que le point M est en mouvement dans R0, parce que ça, c'est dans R0. Il faut bien comprendre que ça, c'est dans R0. Voilà. Remarque que si R égale à IJK est un référentiel en mouvement par rapport au référentiel R0 égale O, I0, J0, K0, alors les points fixes dans un des référentiels, les vecteurs fixes dans un des référentiels sont en mouvement dans les deux référentiels. Et en particulier, A, I, J, K, O, I0, J0, K0 sont en mouvement dans R0 et dans R. Démonstration,
Bon, en fait, tout ça a été déjà dit, hein. On a déjà vu que si un point M est fixe ou si un vecteur U est fixe dans un référentiel, alors il est en mouvement. Alors, il faut bien voir que s'il est fixe, par exemple dans le référentiel R, il n'est pas forcément fixe dans le référentiel R0. D'accord? Inversement. Mais peu importe, il est en mouvement dans les deux. Idem pour le vecteur. A, I, J, K, ce sont un point et trois vecteurs qui sont fixes dans R, dans le référentiel R, puisqu'ils définissent le référentiel R. Donc ils sont en mouvement. Et comme ils sont en mouvement dans R, ils sont en mouvement dans R0. De même, O, I0, J0, K0, qui sont fixes dans R0, ils sont en mouvement dans R0. Donc ils sont en mouvement dans R. Conclusion, si deux référentiels R0 et R sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, tout point M en mouvement dans l'un est en mouvement dans l'autre. Remarque, si R0 et R sont deux référentiels, A, I, J, K sont fixes dans R. C'est-à-dire A, il a pour coordonnées dans R 0, 0, 0, I, il a pour coordonnées 1, 0, 0, J, 0, 1, 0 et K, 0, 0, 1. Donc dA sur dt égale dI sur dt égale dJ sur dt égale dk sur dt est égal à 0. Donc quand on écrira dA sur dt, dx sur dt, dJ sur dt, dk sur dt, on sous-entend que c'est dans R0. Si on a un point L de coordonnées x, y, z dans R, ça veut dire ça. OM est égal à OA plus AM, est égal à vecteur OA plus ça. D'accord? Alors le vecteur OA, lui, ce point-là, il va falloir connaître ses coordonnées dans R0. Donc ça, on va l'avoir en fonction de I0, J0, K0. La vitesse absolue de M dans R0, c'est la vitesse, c'est cette que l'on note comme ça, VA de M. C'est dm sur dt exprimé dans la base, dans le repère R0. Donc exprimé en fonction de O, I0, J0, K0. D'accord? Alors ça va être quoi? Bon, on va dériver ça. Donc d de OA sur dt, ça va être dans R0. Puis ensuite, il va falloir dériver ça. Donc exprime I plus X dI sur dt. Ça, I, on va l'avoir en fonction de I0, J0, K0. D'accord? Donc ça, on va l'avoir dans R0. Plus Y', alors pareil, Y', plus Y dJ sur dt dans R0, plus Z'K, plus Z dk sur dt dans R0. Et donc, quand on regroupe comme ça, la vitesse absolue de M dans R0, ça va être quoi? Ça va être ce truc-là qu'on appelle la vitesse d'entraînement de M, et qu'on va noter comme ça, qui est calculée directement. Directement, on a les résultats en fait en fonction de O, I0, J0, K0. On les a dans R0, ces résultats. Parce qu'en fait, A, il faut qu'on le connaisse par rapport, il a des coordonnées dans R0, I, J, K, pareil, en fonction de I0, J0, K0. Donc ça, c'est la vitesse d'entraînement. Et puis ça, ça c'est fonction de I et de J et de K. Donc on va obtenir, là, on a la vitesse relative de M, hein, c'est-à-dire dm sur dt dans R. C'est-à-dire x'I plus y'J plus z'K. D'accord? Donc si on veut l'avoir maintenant dans R0, il faut multiplier par P-1. P-1 de x'Y', Z', ça nous donnera là-dedans. D'accord? Et la somme des deux nous donnera ça. Voilà. Donc, la vitesse absolue de M, qui est égale à ça, est égale à la vitesse d'entraînement de M plus vitesse relative de M. La vitesse d'entraînement de M, c'est ça, qu'on a directement dans R0. Ça, c'est la vitesse relative de M, on l'a dans R, et donc il faudra ensuite changer les coordonnées en utilisant la matrice de passage. Remarque, si on donne un vecteur U de t de coordonnées x, y, z dans R, alors, bon, on peut toujours poser M égale A plus U, et à ce moment-là, du sur dt, ça va être moins dA sur dt plus dm sur dt. Et ce dm sur dt va nous enlever ça, et bien, on va donc finalement trouver x di sur dt plus y dj sur dt plus z dk sur dt, c'est-à-dire la vitesse d'entraînement du vecteur U. Donc ça, on l'a directement en fonction de I0, J0, B0, K0.
donc dans R0, plus du sur dt, et lui, on l'a dans R, en fonction de IJK. Et donc, pour l'avoir ensuite dans R0, il faudra multiplier par la matrice de passage. On a vu la composition des vitesses, maintenant on va voir la composition des accélérations en partant de la composition des vitesses. Je rappelle qu'on avait ça. L'accélération absolue de m, c'est d2m sur dt2 relativement à R0. Là, elle va s'obtenir en dérivant ça. Ça fait donc d2a sur dt2 plus x d2i sur dt2 plus y d2j sur dt2 plus z d2k sur dt2. Ça fait ça. Plus, alors on a x' di sur dt plus y' dj sur dt plus z' dk sur dt qu'on retrouve une autre fois ici en faisant x' di sur dt plus y' dj sur dt plus z' dk sur dt. Et donc on a ça. Plus x seconde i plus y seconde j plus z seconde k. Alors ça s'appelle l'accélération d'entraînement. Et donc ça donne directement les coordonnées dans R0, puisque I, on a ses coordonnées dans R0. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'accélération de Coriolis. Alors Coriolis, c'est un mathématicien français, fin du 18e, début du 19e siècle, qui a travaillé notamment en mécanique sur la notion de travail, la notion d'énergie. Il était ingénieur aussi, ingénieur, mathématicien, physicien. Et sur la notion de vitesse et d'accélération, on lui doit aussi la force de Coriolis. Et plus, alors ça on va l'appeler, y compris le 2 dedans, deux fois tout ça, on appelle ça l'accélération de Coriolis, oui, je viens de le dire. Et donc ça nous donne des coordonnées, on a aussi directement les coordonnées dans R0, puisque on a les coordonnées de I, de J et de K dans R0. Et puis enfin on a celle-là qui donne évidemment les coordonnées, c'est l'accélération en fait relative dans R, d'accord, donc gamma R de M, d'accord. Et puis là par contre ça nous donne les coordonnées dans les JK, donc si on veut passer dans R0, il faudra faire ça. Voilà. Donc l'accélération absolue de m, c'est-à-dire on est dans R0, c'est égal à l'accélération d'entraînement de m plus l'accélération de Coriolis de m plus l'accélération relative de m. Vecteur vitesse instantanée de rotation. Donc on suppose di sur dt qui a ces coordonnées-là dans R, d'accord? Donc ça c'est, mettons que I a des coordonnées UVW dans R, eh bien A c'est U', B c'est V', et C c'est W'. Et donc c'est de classe C1. Et I carré est égal à 1, puisque I est unitaire, donc DI sur dt est orthogonal à I. Et donc comme I a pour coordonnées 1, 0, 0, ça nous donne, le produit scalaire doit faire 0, ça donne A est égal à 0, quel que soit T. Alors de même, je vais avoir les coordonnées DI sur DT, alors donc ça me fait DI sur DT 0, B et C, et de même DJ sur DT, ça va être D, 0, F, et DK sur DT, M, N, 0. Dans R, et tout ça c'est de classe C1. Bon, I scalaire J est égal à 0, donc DI sur DT scalaire J plus I scalaire DJ sur DT est égal à 0. Alors, si je fais DI sur DT scalaire J, ça me fait B, plus, B, plus I scalaire DJ sur DT. Eh bien, ça va me faire D. B plus D est égal à 0. De même, en partant de I scalaire K est égal à 0, et on va obtenir ça. Et en partant de J scalaire K égale 0, on va obtenir ça. Donc finalement, DI sur DT, je garde ces coordonnées 0, B et C. DJ sur DT, je peux remplacer D par moins B. Donc ça fait moins B, 0, F. Et DK sur DT, ça me fait moins C, puisque M est égal à moins C. Voilà. Et puis comme N est égal à moins F, ça fait ça. On cherche oméga de t dans R, avec ses coordonnées P de t, Q de t, R de t, tel que DI sur DT
est égal à oméga vectoriel i, dj sur dt égale oméga vectoriel j, dk sur dt égale oméga vectoriel k. Tout ça, ça équivaut à dire quoi? Eh bien, bon, il faut prendre coordonnée par coordonnée, c'est-à-dire qu'il faut faire ça vectoriel i. Alors vectoriel i, ça fait 1, 0, 0, d'accord? Et puis, on dit que ça fait di sur dt, c'est-à-dire 0 bc. Alors, quand on fait oméga vectoriel i, eh bien, on trouve ça. Alors, je vous laisse le faire, hein, c'est un petit calcul facile. Hein. dj sur dt, bah, dj sur dt, c'est ça, d'accord? Et dj sur dt, c'est ça. Sauf que, oui, dj sur dt, c'est moins b 0f. C'est ça qui m'intéresse. Moins b 0f. Alors, c'est égal à oméga vectoriel j. Alors, pareil, on fait le calcul. Hein, oméga vectoriel 0, 1, 0. Et puis, on va trouver moins r 0p. Et puis, enfin, dk sur dt. Dk sur dt, c'est moins c moins f 0. On fait oméga vectoriel k. Et on trouve q moins p 0. Oméga vectoriel 0, 0, 1. Bon, très facile. Hein. Donc, finalement, de ça, on en tire quoi? Eh bien, on en tire que B est égal à R, que C est égal à moins Q et que F est égal à P. Et donc, que le vecteur oméga, pour coordonner, parce que nous, on cherchait P, Q et R. P est égal à F, Q est égal à moins C, R est égal à B. Et donc, maintenant, si je calcule I vectoriel dI sur dt, ça fait ça, d'accord? Puisque dI sur dt, c'est BI plus CK. BJ plus CK. Bon, I vectoriel J, ça fait K, ça fait donc BK. K vectoriel I, ça fait J. I vectoriel K, ça fait moins J. Donc ça fait moins CJ. D'accord? Et je fais la même chose avec J vectoriel dJ sur dt. D'accord? Donc là, par exemple, J vectoriel I, ben, I vectoriel J, ça fait K. Donc ça fera moins K. Et avec le moins B, ça fait BK. D'accord? Puis J vectoriel K, ben, ça fait I plus FI. Et puis pareil pour l'autre. D'accord? Eh bien, je constate que si je fais la somme ça, plus ça, plus ça, eh bien, je trouve exactement deux fois ce vecteur-là. Facile à voir. Par exemple, BK, je le retrouve ici, donc deux fois. Hein? CJ, moins CJ, ben, je le retrouve ici, donc deux fois. Et puis, je ne sais pas, FI. FI, FI, je l'ai ici. Et puis, je l'ai ici aussi deux fois. Donc, j'ai exactement ça. Donc, oméga est égal à 1 demi de I vectoriel dI sur dt plus J vectoriel dJ sur dt plus K vectoriel dK sur dt. L'avantage de cette formule-là, c'est qu'elle ne fait pas appel aux coordonnées de IJK. La conclusion, alors, dernière chose à voir, c'est que oméga, là, qui avait ces coordonnées-là, est donc de classe C1, parce que les F, les C et les B, là, c'était les coordonnées des DI sur dt, non, c'était les coordonnées des DI sur dt, des J sur dt, des K sur dt, qui sont de classe C1, parce que I, J et K, eux, sont de classe C2. Donc, c'est de classe C1, d'accord? Le vecteur oméga. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il existe un unique vecteur oméga de t, tel que dI sur dt égale oméga vectoriel i, dJ sur dt égale oméga vectoriel j, dk sur dt égale oméga vectoriel k. Ce vecteur oméga, il est égal à ça, et oméga est de classe C1. On a toujours ces deux référentiels, R en mouvement par rapport à R0, M en mouvement dans R, donc avec ces coordonnées-là relativement à R, sur l'intervalle de temps grand I. La vitesse d'entraînement de M, c'est VE de M égale dA sur dt plus x dx sur dt plus y dj sur dt plus z dk sur dt égale dA sur dt plus x oméga vectoriel i plus y oméga vectoriel j plus z oméga vectoriel k. Et je peux faire, grâce à la linéarité, oméga vectoriel xi plus yj plus zk, c'est-à-dire am. Et donc, la vitesse d'entraînement de m, c'est dA sur dt plus oméga vectoriel am. L'accélération d'entraînement de m, c'est gamma e de m égale d de a sur dt2 plus x d de i sur dt2 plus y d de j sur dt2 plus z d de k sur dt2. di sur dt égale oméga vectoriel i, ça implique que d de i sur dt2, je dérive ça, c'est d oméga
sur dt vectoriel i plus oméga vectoriel di sur dt. Donc d oméga sur dt vectoriel i plus oméga vectoriel i. Et de même, je vais avoir ça, d'accord, et ça. Donc, gamma E de n va être égal à d de a sur dt2 plus, alors là je vais mettre ensemble les x d oméga sur dt vectoriel i, c'est-à-dire d oméga sur dt vectoriel xi, et pareil, plus yj plus zk, et je vais avoir des x oméga vectoriel i plus y oméga vectoriel j plus z oméga vectoriel j. Bon, mais ça va me faire oméga vectoriel ça grâce à la linéarité. Et le x, je peux le mettre avec i, et le y avec j, le z avec k. Donc ça fait d de a sur dt2 plus d oméga sur dt vectoriel am, d'accord, plus oméga vectoriel. Et là, je vais avoir oméga vectoriel xi plus yj plus zk, c'est-à-dire oméga vectoriel am. Voilà, l'accélération de Coriolis, c'est gamma c de m égale 2 fois ça, ce qui nous fait 2x'. Alors, di sur dt oméga vectoriel i, oméga vectoriel j, oméga vectoriel k. Donc là, c'est pareil. Linéarité, je vais dire 2 oméga vectoriel x'I plus y'J plus z'K. D'accord? Et ça, ce x'I plus y'J plus z'K, c'est exactement la vitesse relative de m. Donc ça fait 2 oméga vectoriel VR de m. Conclusion. Oméga, ça j'avais déjà démontré, place C1, pas C2, c'est 1 sur I. VE de m égale dA sur dt plus oméga vectoriel à m. D'accord? Gamma E de m, c'est d de a sur dt2 plus d oméga sur dt vectoriel à m plus oméga vectoriel à m. Et enfin, gamma C de m, c'est 2 oméga vectoriel VR de m. Et une petite remarque, oméga vectoriel à m, c'est oméga scalaire. Alors, c'est l'opposé de oméga vectoriel à m vectoriel oméga. Ça, c'est oméga scalaire oméga vecteur à m, d'accord, moins oméga scalaire am oméga, ou am scalaire oméga. Et avec le moins, ça me fait donc am scalaire oméga moins oméga 2 am. Voilà. Référentiel en translation, le référentiel R égale à IJK est en translation par rapport au référentiel R0 égale OI0, J0, K0 si IJK sont constants dans le référentiel RE, c'est-à-dire DI sur DT égale DJ sur DT égale DK sur DT égale 0. Et évidemment, tout référentiel R est évidemment en translation lui-même par rapport à R, car dans R, I, J, K, ils sont fixes, d'accord? Et DI sur DT est égal à 0, DJ sur DT égale 0, DK sur DT est égal à 0. Si R est en translation par rapport à R0, alors R0 est en translation par rapport à R. On dira que R0 et R sont en translation. Donc ces vecteurs-là, ils sont fixes dans R0, la matrice de passage de cette base-là à celle-là est P égale, et on met les coordonnées de I, J, K. Et donc, cette matrice est fixe, dp sur dt égale 0. La matrice de passage de IJK à I0, J0, K0, c'est l'inverse. Donc c'est P-1 égale TP parce que P est orthogonal, car les bases sont orthonormées. Et donc on voit apparaître les coordonnées de I0 dans cette base, et on voit qu'elles sont fixes. De même pour J0, K0, qui vont donc être fixes dans R. D'où le résultat, c'est-à-dire que R0 est en translation par rapport à R. Si R est en translation par rapport à R0, alors dm sur dt dans R0 est égal à dA sur dt plus dm sur dt dans R, vitesse relative,
du sur dt dans R0 est égal à du sur dt dans R. Ça, c'est un point en mouvement, ça, c'est un vecteur en mouvement. Donc là aussi, vitesse relative. Et pour l'accélération, d2m sur dt2 dans R0 est égal à d2a sur dt2 plus d2m sur dt2 dans R. Ça, c'est l'accélération relative. On a m égale a plus xi plus yj plus zk et on dérive. Et comme les di sur dt, dj sur dt, dk sur dt est égal à 0, il ne reste plus que ça, c'est-à-dire dA sur dt plus dm sur dt dans R. D'accord ? Alors si on prend un vecteur, c'est exactement la même chose. Et pour l'accélération, il faut dériver ça. Ça fait d2a sur dt2 plus x seconde i plus y seconde j plus z seconde k plus x' di sur dt plus y' dj sur dt plus z' dk sur dt, et comme ils sont tous nuls, ça nous fait d2a sur dt2 plus l'accélération relative. Idem pour d2u sur dt2. Si R0 et R sont en translation, alors le vecteur instantané de rotation, c'est oméga t égale 1 demi de... Hein, ça c'était une formule qu'on avait eue, elle est réduite à 0 dans ce cas-là. D'ailleurs, ce résultat permettrait de retrouver tout ce qu'on a vu avant. R0 et R en translation, ça équivaut en fait à dire que quel que soit un vecteur U en mouvement, on a du sur dt dans R qui est égal à du sur dt dans R0, démonstration. On a déjà vu dans ce sens-là. Dans l'autre sens, si on a ça, quel que soit un vecteur U en mouvement, eh bien on prend U est égal à I. Et ça me donne du sur di sur dt dans R0 qui est égal à di sur dt dans R. Sauf que di sur dt dans R, c'est-à-dire dans IJK, ça fait 0. Hein, I ne bouge pas dans IJK. Et donc, di sur dt dans R0 va être égal à 0. De même pour J et K. Donc ça veut bien dire que R est en translation, R0 et R sont en translation. Référentiel en translation rectiligne uniforme. Le référentiel R égale AIJK est en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel R0 égale OI0, J0, K0. Si R, R0 sont en translation, ça veut dire ça, et si A est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que A de t est égal à B plus TV. B et V sont fixes dans R0. V étant différent de 0. Donc A de t va appartenir à une droite PV. Dire ça, c'est évidemment équivalent à dire que dA sur dt dans R0 est égal à V. D'accord? Et ça implique évidemment que d2a sur dt2 en R0 est égal à 0. Remarque, là aussi, j'ai supposé que V était différent de 0 pour avoir une droite. Sinon, A serait égal à B fixe dans R0 sans intérêt. Alors, pour tout M, on a en mouvement, on a dm sur dt dans R0 qui est égal à V plus dm sur dt dans R. Et d2m sur dt2 dans R0 égale d2m sur dt2 dans R. C'est évident. dm sur dt dans R0 égale dA sur dt plus dm sur dt dans R. Et ça, c'est égal à V, le résultat. Puis ensuite, on dérive le résultat qu'on vient de trouver. Dérivé de V qui est constant, ça fait 0. Donc, on obtient bien ça. Si R est en translation rectiligne uniforme, c'est ce que ça veut dire par rapport à R0, alors R0 est en translation rectiligne uniforme par rapport à R. On dira donc simplement que R0 et R sont en translation rectiligne uniforme. Démonstration, on sait déjà que R0 est en translation par rapport à R. Et D0, DO sur dt dans R0 est égal à V plus DO sur dt dans R. Mais DO sur dt dans R0 est égal à 0. Donc, DO sur dt dans R va être égal à moins V qui est fixe, différent de 0. Donc R0 est en translation rectiligne uniforme par rapport à R. Un oubli, la relation définie sur l'ensemble des référentiels de E par R1 est en translation par rapport à R2 est une relation d'équivalence. En effet, tout référentiel est en translation par rapport à lui-même parce que I, J et K sont fixes dans ce référentiel, sont constants.
On a déjà vu que si R1 est en translation par rapport à R2 et R2 est en translation par rapport à R1, maintenant supposons qu'on a R1 équivalent à R2 et R2 à R3. À ce moment-là, D de I3 sur dt dans R2 va être égal à 0. Mais d de I3 sur dt dans R2, c'est d de I3 sur dt dans R1. Donc ça veut dire que d de I3 sur dt dans R1 est égal à 0. De même, d de J3 sur dt dans R1 est égal à 0 et d de K3 sur dt dans R1 est égal à 0. Donc ça prouve bien que R1 est équivalent à R3. Et donc ça veut dire qu'on a bien une relation d'équivalence. Toujours les deux référentiels. Dire que R est en translation de rectiligne uniforme par rapport à R0, ça équivaut à dire qu'il existe V constant non nul tel que quel que soit M en mouvement, dm sur dt dans R0 égale V plus dm sur dt dans R. Et ça implique que quel que soit M en mouvement, d de m sur dt2 dans R est égal à d de m sur dt2 dans R0. Ça c'est facile, il suffit de dériver ça. Ça implique ça, on l'a déjà vu. Donc il ne me reste plus qu'à montrer que ça implique ça. Si U est un vecteur en mouvement, M égale O plus U aussi. dm sur dt dans R0 est égal à V plus dm sur dt dans R. du sur dt dans R0 est égal à dm sur dt dans R0. Parce que M et U ont les mêmes coordonnées. Égal V plus dm sur dt dans R. Mais dm sur dt dans R, c'est do sur dt dans R plus du sur dt dans R. Et do sur dt dans R0 est égal à V plus do sur dt dans R. Sauf que lui, il vaut 0. Donc do sur dt dans R0, comme lui, il vaut 0, du sur dt dans R égale moins V. Donc dm sur dt dans R va être égal à moins V plus du sur dt dans R. Donc du sur dt dans R0 va être égal à V moins V plus du sur dt dans R égale du sur dt dans R. Voilà. Quel que soit U en mouvement, du sur dt dans R0 égale du sur dt dans R. I est en mouvement, donc di sur dt dans R0 est égal à di sur dt dans R qui vaut 0, parce que I fait partie du référentiel R. De même, dj sur dt dans R0 égale dk sur dt dans R0 égale 0. Donc R est en mouvement dans R0. Bon, alors maintenant il ne reste plus qu'à démontrer que A est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. A est en mouvement dans R, dA sur dt dans R0 égale V plus dA sur dt dans R, sauf que lui il vaut 0, puisque A il fait partie du référentiel AIJK. Donc ça fait V plus 0 égale V. dA sur dt dans R0 est égal à V constant non nul. Donc A est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc 1 a été démontré. 2 implique 1 a été démontré. Conclusion à retenir, si R est un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel R0, et si M est en mouvement, alors dm sur dt dans R0 est égal à V plus dm sur dt dans R. d de m sur dt2 dans R0 est égal à d de m sur dt2 dans R.